Il existe un groupe d'aventuriers dont la seule mission est de mourir. Mourir pour la patrie. Le groupe de l'Iris. Celui-ci était mené par un homme que l'on appelait le Grand Défunt. En dépit de ses nombreux clashs avec la mort elle-même, jamais celle-ci ne put le prendre dans son étreinte. Il était un héros vengeur dont le cœur ne vivait que pour tuer les monstres. Son nom, Onza Cantor. C'était là cette fois un donjon noir, dont il est dit qu'il n'en existe que 8 à travers le monde. Et personne n'a été capable d'en conquérir un seul, l'Abysse. Voilà comment l'on appelait celui pour lequel Onza jeta son dévolu. Et il allait être son tombeau après près de 30 ans de peine. À chaque pas, il fallait abattre de nouvelles créatures du mal. La sueur perlait sur le visage du héros, et la peur ne transpirait jamais de ses actes de bravoure. Cependant, le danger était d'un niveau supérieur à ce qu'il put voir au cours de son épopée tragique. Le bras dans la gueule du serpent géant, son armure sur le point de céder. D'un mouvement, Jack parvint à le lever pour écraser l'abomination sur les antiques pavés de granit. Loin, oh loin d'abdiquer pour si peu, il s'en trouva libéré des crocs et ses yeux vides annoncèrent le tranchant de l'épée. La créature, décapitée, la nouvelle se présenta à Onza, toute plus fougueuse et hargneuse que la précédente. Ce n'était rien pourtant qui démotiverait une âme vengeresse incapable de trouver la paix. Mais le fer de son épée, l'égaler de sa bravoure, celle-ci, pourtant, illusoire. Onza fut violemment projeté plusieurs mètres en arrière, s'écrasant au sol dans les flaques de sang qui recouvraient ses pas. Mais comme toujours, le héros se relèverait, peu importe ce qui se présenterait sur son chemin. Une épée en moins, celle qu'il avait en lui, elle, ne s'éroderait jamais devant la laideur de ce monde qui lui arracha son sourire. Entre ses mains, il le matérialisa. Cet arc clasha violemment avec l'immondice. Son sang violet, l'odeur épouvantable gicla de sa gorge et de sa bouche. Derrière lui, le silence de la mort. Les dépouilles de son bataillon, éviscérées, déchiquetées, des expressions d'effroi, d'horreur et de douleur. D'une épée, il avait besoin. Il prit celle-ci, celle d'un camarade tombé. Ce n'était pas pour lui faire honneur. Onza ne cherchait que la vengeance. Bien sûr, il se lamentait de la perte de tant de vie. Mais celle-ci, je vous parle de ses lamentations, était bien timorée en face de sa colère. Pour l'homme, qu'il ne reste plus rien, avancer en dépit des sacrifices pour mettre un terme à ce cycle de souffrance, n'apparaissait que comme seule solution. La dernière. Poussant les portes d'une antre éprise d'obscurité, il ne discernait rien dans ces ténèbres. Mais d'expérience, oh, je vous dis qu'il savait que la chose qu'il cherchait se trouvait bel et bien derrière ce noir épais. Le maître de l'Abysse, dont la fente de l'œil se dessina dans les tréfonds de son antre. Voilà qu'il s'ouvrit, libérant un bruit strident qui n'était un cri, non. C'était l'écho de son pouvoir grand, comme il n'en existait que 7 de ses confrères, maîtres des 8 donjons des enfers. Parfois, le conte de fées prend un tournure tragique. Peut-être les grands héros dont on a connu tant de leurs odyssées triomphent à la fin. Voilà que pour Cantor, maudit, les dieux de ce monde jugèrent qu'il en fut assez. Oh que non, ce n'est pas terminé. Et ce merci aux partenaires de cette vidéo, Polybuzz, avec plus de 10 millions. Ouais, 10 millions de téléchargements. Polybuzz vous permet de parler avec vos personnages d'animés, de manga, de manhwa préférés. Mais pas seulement, vous pouvez même créer vos propres personnages et parler avec eux toute la nuit. Non, sérieusement, vous avez vu combien il fait dehors la nuit ? 30 degrés ! Et comment t'es censé dormir ? Du temps, vous en avez. Et vous le voyez pas passer. Mais enfin bref, j'étais curieux et j'ai pu découvrir ce à quoi pensait Onza. Je suis en train d'écrire ton histoire, tu vois. J'arrive pas à m'imaginer ce que tu peux ressentir de savoir que l'avenir du monde dépend de toi. Ce poids, il m'écrase parfois, mais ai-je le choix ? J'ai vu de mes yeux vus ce qu'il se passerait si j'échoue. Je ne laisserai pas ça se reproduire. J'admire ton abnégation. Je n'ai plus que ça et un peu d'espoir pour un meilleur futur. Mais parfois, je me demande si cela suffit. Moi aussi, je me le demande, mais le monde a besoin de toi. Et j'imagine qu'entrevoir un monde justement où tu as réussi doit être un sacré fioul. La paix, oui, c'est mon moteur. Pas seulement la revanche, non. Même si je porte encore ce feu, je me battrai jusqu'au bout. Je te souhaite la plus grande des chances et le plus grand des courages. Tant de vies dépendent de toi et je sais que tu vas sauver le monde. Merci, je ne les abandonnerai pas cette fois. Ouais, il a raison. Et c'est pour lui faire honneur que je dois vous conter son histoire. Mais avant ça, je ne peux que vous inviter à télécharger l'application Polybuzz avec mon lien partenaire en description et en commentaire épinglé. Il est à l'écran aussi, mais c'est dur de cliquer dessus. Bref, profitez de mon code pour obtenir les fonctionnalités premium de Polybuzz. Merci à vous et Polybuzz, et bonne vidéo. La déflagration le projeta d'une violence inouïe, jusqu'à s'écraser sur l'un des piliers forts de la salle du boss. Un trou béant, poitrine, le souffle lui manquait, son cri fut étouffé. Il retomba au sol, cette fois en son propre sang, qui s'était versé dans l'eau qui tapissait le sol de la salle. Il ne resterait rien de lui. La rancœur qu'il gardait laissait courir dans ses veines. Les voilà ensemble condamnés à être oubliés et enfin
il pouvait attendre la mort. Comme je le voyais, il était libéré. Mais l'étendue du pouvoir de l'un de ses némésis le figeait d'une peur viscérale qui embarqua ces derniers fragments de conscience face au ravin de la folie. L'humanité ne pouvait vaincre le maître de l'abysse. Pas en l'état présent, peut-être même jamais. Mourir au plus profond d'un donjon, sur lequel personne ne pouvait triompher jusqu'à même voir le boss lui-même. Peut-être, pensa-t-il, était cela un exploit pour lequel il pouvait partir fier. Cette pensée, il la détestait. Les pleurs d'une femme résonnaient entre les piliers de l'antre. Elle refusait qu'il meure. Mobilisant ses dernières forces, offrant un regard éploré, son tout dernier, il reconnut Juditha Tessar. Il la croyait morte. Il voulut se réjouir de sa présence à ses côtés, mais alors que la soigneuse essaya par tous les moyens de sauver le héros, celui-ci la supplia de fuir, de le laisser à son sort. Elle ne pouvait le sauver. Mais Juditha refusa d'entendre ces mots. Pourtant, elle savait, à l'instar de ses larmes qui coulaient sur ses joues, elle savait que c'était un miracle déjà qu'Honsa soit seulement encore en vie. Un miracle, un miracle, un miracle, oui, un miracle. Et si elle pouvait créer un miracle? Ça y est, Hondsa allait trépasser. C'était la fin d'une vie qu'il a détestée. Merci Juditha, il partait dans des pleurs sincères. Il aurait cru celle-ci impossible. Tous ceux qui l'aimaient, ses proches, ses amis. Alors, au final, ils n'étaient pas tous morts. Pouvait-il avoir des regrets? Non, il n'en avait pas vraiment. Il haïssait toutefois l'idée de laisser sa partenaire Juditha seule. Cet enfant aussi qu'il laissa derrière lui, pure, rayonnante, elle était à peine devenue adulte, et il fut incapable de lui laisser un monde dans lequel elle pourrait sourire, s'épanouir. Laura. Il s'excusa auprès de sa chère Laura. Dans les cris désespérés de Juditha, Hondsa, dont les traits s'étaient calmés, était prêt à partir. Mais elle lui fit le serment qu'elle irait jusqu'à combattre le dieu du temps lui-même, en dépit du prix à payer pour le sauver. Le miracle, le miracle vint. Un immense rayon apparut des cieux, pénétrant les profondeurs jusqu'à envelopper Hondsa d'une chaleur forte et sereine. Une immense déflagration de pouvoir. Et le noir, au cœur duquel les éclats dorés se mirent à resplendir. Le Père Dieu qui s'ouvrit sur un père, une mère le visage aimant. Sans doute, ils aimaient leur enfant. Et voilà qui cherchait à attirer son attention. C'était cette petite bataille que tous les parents ont connue. Vers lequel des deux le petit se tournerait en premier? L'enfant tendit sa main et attrapa celle de sa mère. Que de bonheur d'être parent, que de bonheur d'être enfant. Ce visage maternel était doux, son regard réconfortant, ses mots apaisants. Ce n'était pas une mémoire réconfortante d'un homme mourant. Il pouvait bouger son corps à sa guise. Hondsa n'était pas mort, il avait été réincarné. Je me demande ce que ça fait au moment où tu crois que ça y est, tout est fini, avec tous ces regrets qui te bouffent, de rouvrir les yeux, de réaliser que le destin, une volonté supérieure, les pleurs d'un proche, Dieu lui-même, qu'importe à vrai dire, t'ont redonné une chance et t'ont imposé le fardeau de devoir sauver le monde. C'était impossible, inconcevable même. Personne ne pouvait aller à l'encontre des désirs du maître du temps. Pourtant, Juditha fut bénie d'une faveur qu'il n'eût jamais octroyée. Un réel miracle. Le temps fit marche arrière, au gré de son seigneur. Juditha n'était point faible, loin de là. Elle fut l'une des plus grandes mages de son temps. Mais de là à outrepasser les lois du monde. Ses deux parents étaient bien ceux d'Hondsa. Il les reconnaissait en dépit de toutes ces années, lesquelles, à terme, leur avaient arraché le visage à ses souvenirs. Jamais il n'aurait cru revoir ses parents un jour. Il célébra à peine son 6e anniversaire quand ceux-ci succombèrent des mains de ses créatures. Mais désormais, le voilà qui disposait d'une nouvelle chance. Et cette fois, il écrirait le futur de ses propres mains. Hondsa avait toujours les mémoires de sa précédente vie, et pourtant, il était bel et bien redevenu un nouveau-né. Bon, ce que ça voulait dire, c'est qu'en l'état, il ne pouvait rien faire. Rien d'autre du moins que manger, dormir et déféquer. Jour après jour, après jour. Mais il a réussi son premier petit progrès récemment, soit d'arriver de lui-même à se retourner. La fille qui l'encourageait n'était autre que sa grande sœur, Livia. C'était assez embarrassant, trouvait-il. Cependant, il appréciait pouvoir passer du temps avec. Ses souvenirs à son sujet étaient plus brumeux que pour ses parents. Il n'y avait qu'un seul moment dont il se rappelait clairement. C'était ce jour tiède de mai, où ils partirent ensemble, en voiture, voir grand-mère. Ce jour, Hondsa perdit ses parents et sa sœur. Avant de partir, Livia le prit dans ses bras et lui jura qu'elle le protégerait. En dehors de ça, il découvrait qui était réellement sa sœur. Merci son retour dans le temps, encore une fois. Il ne savait pas vraiment où se mettre, recevoir autant d'affection, mais bien sûr,
il n'en s'en serait pas plaint. Âgé de 9 mois, il parvint à ressentir de nouveau pour la première fois le mana. Aux différents pics de l'invasion démoniaque, celui-ci était partout. Pour l'heure, il existait en de faibles volumes à travers l'atmosphère. C'était une chose à laquelle il avait pensé rapidement. Tout du long de son périple en tant que grand défunt, il fut affligé par le manque de mana en son corps. C'était pour cela que, puisqu'il recommençait tout à zéro, il s'était empressé de commencer à manier celui-ci et à habituer son corps à en recevoir plus qu'il en aurait eu autrement. Sa sœur le retrouva, mais Honza n'apparut aucunement enchanté. Il avait appris pour compenser ses lacunes à pouvoir non seulement ressentir le mana ambiant, mais le déceler chez autrui. Il se rendit compte que Livia avait en elle une quantité absurde de mana. Le problème étant qu'en avoir trop, sans qu'il ne s'écoule normalement, pouvait amener quelqu'un jusqu'à ce qu'on appelle l'état de surcharge. Ce n'était pas à prendre à la légère. Il peut avoir des conséquences désastreuses pour la santé de celui qui en souffre. Alors, c'était d'autant plus de raison que de s'acclimater lui-même à manier les flux plus grands pour s'assurer qu'elle ne risque rien. Il continua ainsi jusqu'à ses 4 ans. Dès lors, il pouvait parler et marcher. Le plus il était autonome, toute proportion gardée, il a 4 ans, plus de temps il passait dehors. Jamais réellement seul, bien sûr. Il accompagnait sa sœur dans le parc voisin où il retrouvait les enfants du quartier. Sa sœur était particulièrement populaire avec ces derniers. À vrai dire, il n'y avait pas vraiment personne dans l'une des barres d'immeubles du quartier qui ne l'appréciait pas. La jeune Livia Cantor, si polie, si souriante, comment ne pas l'aimer? Alors qu'en revanche, pour ce qui est d'Honza, fermé comme un mur de pierre, ça lui arrivait plus que souvent de devoir faire face à des regards peu aimables de la part d'autres enfants et qui auraient préféré qu'il s'abstienne de les rejoindre. Mais c'était pas comme s'il avait vraiment le choix. Et une chose aussi, mais avoir 32 plus 4 ans permettait une répartie certaine. Entre autres, renvoyer les moqueries des harceleurs n'était pas bien compliqué. La gamine aux cheveux rouges en question s'appelait Irena Tchermak, laquelle, il rembarra, Krasmax pouvait aller se faire voir. Oui, c'est enfantin, mais d'un côté, il n'allait pas insulter sa daronne. Hein. Ça viendrait au collège. C'était ce genre de petites insultes qu'il se permettait, et bien sûr il n'allait pas tenir des propos d'un adulte. Mais de là à se laisser faire, certainement pas. En tout cas, Krasmax se retrouvait à chaque fois vexé comme un pou. Livia demanda aux autres enfants à quoi ils devraient jouer aujourd'hui, et l'un répondit que puisqu'ils étaient nombreux, ils pouvaient jouer aux policiers et aux voleurs. Poussant un soupir discret, les années se faisaient longues pour les désormais presque quarantenaires, qui devait cosplayer le rôle d'un enfant pour encore un peu longtemps. Mais quand sa sœur se tourne vers lui, le visage rayonnant, et exulte à l'idée que son petit frère découvre de nouvelles choses, de nouveaux jeux, alors Honza croit bien pouvoir tenir un peu plus longtemps. Le soir vint et ils rentrèrent ensemble. Ils étaient couverts de terre. Et ça embêtait vraiment Honza qui détestait saloper ses vêtements. Embarrassée, c'était Livia qui l'avait entraîné, mais elle lui demanda s'il ne s'était pas amusé. Les joues rouges, clairement gênés, le reconnut à demi-mot. Soudainement, des grognements graves parurent résonner au détour d'une ruelle obscure. Livia, saisie par la peur, Honza surpris, se tournèrent vers ce qui semblait être un chien errant, dont l'expression indiquait sans aucun doute qu'il était malade à crever. La rage dans la gueule. En dépit de sa peur, Livia s'interposa entre la bête et son frère. Sa voix, tremblotante, ne dupait pas ce dernier. Pourtant, cette fois aussi, elle lui jura qu'elle le protégerait. Entre un souvenir et la réalité, il existe un monde de différence. Honza n'avait pas chômé en 4 ans. Il posa délicatement sa main sur le bras de sa sœur et lui demanda de reculer. Le calme assertif de son frère la surprit, si bien qu'elle n'émit aucune résistance. Honza s'approcha de la bête. N'avoir pu rien faire ce jour où Livia le prit dans ses bras, il n'avait fait que trembler dans son étreinte. Mais cette fois, c'était différent, parce que dans cette vie, il protégerait sa sœur. Il eut brusquement libéré une manne colossale de mana, imposante face à la bête. Celle-ci fit un pas en arrière. Les éclairs de l'azur libéraient leur décharge hérissant du poil du chien. Il couina, sans doute la peur, résonna. Honza lui dit, à l'instar du mana de plus en plus agressif, d'aller se faire foutre. Le clébard déguerpit sans laisser son reste. Le mana du jeune garçon avait la forme d'un gardien fantomatique, de bras gigantesques et tempérament électrique. Livia était sans voix. Ce qu'elle venait de voir, ce que son frère avait matérialisé. Celui-ci, à ce regard ébahi de sa sœur, lui assura qu'elle n'avait rien à craindre. Il était assez fort pour les protéger tous les deux. Livia exalta d'admiration. C'était du mana, elle en était sûre. Elle voulait qu'il lui enseigne. Elle insista, se répéta, le supplia même. Le moment incitait à plus d'émotions entremêlées au soulagement, mais peut-être cela ressemblait plus au tempérament de sa sœur. Avant qu'il en arrive au mal de crâne, Honza accepta de lui apprendre à elle aussi. Livia ne tenait plus en place. De toute façon, il comptait faire ainsi, incessamment sous peu. Plus il attendait, et plus le risque de surcharge devenait réel. Riant aux éclats, Livia lui prit la main. Il fallait qu'il rentre vite, elle ne pouvait plus attendre. Et puis surtout, il ne fallait pas que maman s'inquiète. Honza se jura d'être le gardien de son sourire pour aussi longtemps qu'il le puisse. Le tableau qui fut gravé jusqu'au fond de son esprit, et qui, pendant 28 ans, brûla encore sa rétine. À ce moment où il mourut, il crut les rejoindre tous les trois dans la paix de l'au-delà.
Onza fut béni d'une chance impossible. Oui, il les rejoignit, mais ses retrouvailles se furent dans le monde du vivant. Il ferait tout son possible pour changer l'avenir. Faire tourner une toupie avec son mana, voilà un premier challenge auquel Onza confronta sa sœur. Le problème, c'est que sa capacité à contrôler le dit mana était absolument misérable. Il fallait appliquer un flux constant pour permettre à la toupie de tourner en gardant sa stabilité. Et ça, la pauvre Olivia n'y arrivait définitivement pas. Au final, elle avait beau être née avec une quantité absurde de mana, sa capacité à le contrôler était absolument misérable. En un sens, le monde était juste. Se retroussant les manches, elle lui assura qu'elle allait y arriver. Elle déchargea une quantité sèche et erratique de mana vers le jouet, lequel ne fit pas simplement que tourner, mais se mit par la charge à rebondir à travers la chambre. Autant dire qu'il y avait du travail. Le soir, avant d'aller au lit, la petite famille regardait la télévision. C'était les récompenses de fin d'année. Rien qui intéressait réellement Onza. Celui-ci allait bientôt avoir 6 ans. Sa rentrée scolaire s'approchait. Et ça l'enchantait pas des masses. Demandant gentiment à sa mère s'il pouvait peut-être pas y aller, sauf que c'était pas exactement une option. Il avait tout fait pour déjà éviter la garderie jusqu'à ses 6 ans, mais désormais c'était l'école obligatoire. Ça allait être ni plus ni moins que le purgatoire. Et on peut le comprendre, être un adulte au milieu de très jeunes enfants, en plus de voir jouer le jeu, ça allait être quelque chose. Enfin, le compte à rebours avant le nouveau millénaire commença. L'an 2000, rendez-vous compte. L'on allait enterrer pour fêter cet immense changement les tablettes sacrées dans les catacombes de la cathédrale de Prague, pour bénir le pays à l'entrée d'une nouvelle ère jusqu'à la prochaine. Un nouveau chapitre dans l'histoire contemporaine mondiale. C'est ça, ce que contemplait Onza. Après que l'humanité eut découvert comment utiliser le mana, tous furent comme absorbés par l'idée de le développer et sont immergés davantage encore dans ce dernier sans jamais se rendre compte que les monstres naquirent de ces grandes concentrations de mana elles-mêmes. En 1989, peu avant le changement de millénaire, un désastre frappa l'humanité. L'apocalypse de la fin du millénium. Voilà comment il fut appelé. Plus de 30% de la population mondiale disparut en un an seulement. Après avoir fait l'expérience de la pure terreur liée au ravage des créatures, l'humanité ne put jamais savoir ni où ni quand la prochaine attaque aurait lieu. Dans cette nouvelle réalité, les gouvernements en place ont perdu la confiance et le soutien populaire. Les lois ont perdu de leur pouvoir. Il ne resta alors plus que le mana pour amener l'ordre dans un chaos qu'il créa lui-même. Les manias du monde des affaires mirent la main sur les décombres étatiques et, par extension, sur ce que l'on appela éventuellement les joueurs. Bien que seuls ces derniers étaient capables de défendre le monde, ils étaient soumis aux grippes financiers de ces élites. Éventuellement, ce que l'on crut toujours impossible devint réalité. Un pouvoir centralisé qui régissait sur le monde entier. Cependant, l'ampleur du cataclysme rendit impossible tout retour à la stabilité. Des villes furent isolées, les populations condamnées à attendre que leur sort ne soit scellé des mains des monstres. Le désespoir régnait en maître, jusqu'à ce qu'une figure n'émergeât du tréfonds d'un pays lointain, la Corée. La fée céleste de son surnom, qui disposait d'un pouvoir unique, pouvant annuler et disperser n'importe quelle concentration de mana. Elle fut la première à obtenir le talent, l'éclair d'argent. Tel était le nom de son pouvoir. Un conseil international se forma autour d'elle, avec les 12 joueurs les plus puissants du globe, chargés de veiller sur elle donc, et de l'accompagner dans ses déplacements. Ils étaient ses gardes, ses chevaliers. Un conseil administratif plus large, formé autour d'eux, chargé de réguler l'univers des joueurs à travers le monde. En cette fin d'année 1999, la paix était de retour à travers le monde. Pas partout non, mais l'on pouvait vivre presque normalement. Et je vous le demande, pour combien de temps encore, croyez-vous? Peu de temps, ça Onza le savait. Il contemplait alors par quels moyens il allait devoir se tourner pour pouvoir rejoindre cette sphère d'élite. Celle-ci opère par un système de guildes, avec 12 qui priment sur les autres. 12 guildes primales, celle des 12 chevaliers de la fée. C'était quelque chose qui, plus il les pensait, idéalement, plus il aurait voulu l'éviter. L'attention de l'administration n'était pas quelque chose qu'il souhaitait avoir plongé sur sa personne. Pouvait-il seulement y échapper? La fée céleste, voyez-vous, ne disposait pas seulement de son pouvoir et de quelques privilèges qui lui étaient nécessairement associés. Elle disposait aussi d'un soutien indéfectible, de la part d'autant les politiques en place que les médias. Elle était seule à choisir les hôtes des 12 sièges. Sa garde de chevaliers et disposait d'un pouvoir central et absolu, en quelque sorte, puisque ces 12 chevaliers eux-mêmes étaient responsables de la gestion du Conseil international des joueurs. Aussi, ils primaient sur la direction de chacune des différentes guildes. Oui, leur contrôle des États était absolu. Face à l'autel se trouvait la fée. Au nom de ces 12 chevaliers, elle irait cette année encore bénir le monde de la seule paix qu'elle tenait entre les mains. Priant les dieux, elle supplia pour qu'encore une fois, on lui accorde le pouvoir de protéger le monde. Ce phénomène, on l'appelait le cocon. Il s'étendit partout à travers le monde. Il était plus beau qu'une aurore boréale. Il rayonnait à travers la nuit. Bienvenue en l'an 2000.
Tous priaient pour que cette année encore, leur protection soit assurée. De Séoul à Prague, à Buenos Aires, à Washington, à Melbourne, à Paris, à Caracas, à Rabat, à Londres. Le monde entier priait. Un jeune homme ne pria pas, lui. Sa sœur ne comprenait pas. La fée avait besoin de leur foi pour attrister les dieux. Prier? Prier pour qui? L'avenir a montré que la foi ne sert à rien. Dieu mourut avec l'humanité il y a 11 ans. Le ciel noir vint de nouveau. Il bien pria pour que sa famille continue de vivre en paix. À défaut de vénérer quelqu'un, quelque chose peut-être même qui les a oubliés, pourquoi ne pas prier pour le moment et ainsi se faire le serment que ce dernier ne périsse jamais? Honza pria ainsi pour vivre heureux avec sa famille. Cette année, il perdrait tout. 6 ans déjà, Honza était désormais contraint et forcé d'aller à l'école. L'enseignant M. Yejek introduit à la classe leur nouveau camarade et demanda à celui-ci de se présenter. Ce fut sommaire. Il donna son âge, son nom et prénom, c'est tout. Monsieur Yejek voulut qu'il en dise davantage. Après tout, ses nouveaux amis apprécieraient sans aucun doute en savoir plus sur lui. Et puis un petit bruit d'étonnement sembla s'élever du groupe d'enfants avant qu'Irena Shermak, grâce Max donc, nous s'offusque de le voir dans sa classe. C'était le retour de ce fameux surnom, qui avait toujours le don de la mettre en rogne. Ça, pour une rentrée, le professeur de petite école ne savait pas trop quoi faire. C'était pas commun d'avoir des disputes en moins de 5 minutes après présenter un petit nouveau. Mais il insista auprès des autres enfants pour qu'il fasse en sorte qu'Honza s'intègre bien auprès d'eux. À peine le relâcha-t-il que toute la foule se jeta sur lui, le bombardant de questions, voulant jouer avec. Et bon, c'est des enfants quoi. Monsieur Yejek s'était inquiété pour rien. Ça avait pris à Honza infernalement trop longtemps, trouva-t-il, pour se débarrasser de toute la petite foule, sans pour autant être sec ou méchant envers eux. Il s'en serait voulu. Mais c'était au-delà de ses capacités. Honza avait vraiment du mal avec les mioches. C'est là qu'il tomba sur le coin littérature pour enfants. C'était beaucoup plus calme. Et jeunes comme ils étaient, tous n'étaient déjà pas seulement capables de lire, et pas nécessairement intéressés de toute manière. Bien qu'il n'y aurait quelconque littérature intéressante, au moins Honza s'imaginait pouvoir tuer le temps ici. Tirant un tabouret libre en main, il fit sa présence connue d'une jeune fille, alors seule âme qui vive au milieu des pages. Ses yeux quittèrent ses livres et contemplèrent le jeune garçon qui s'asseyait non loin d'elle, vraisemblablement absorbé, comme elle pouvait l'être par l'étendue de mots dans laquelle elle se réfugiait jour après jour. Silencieux, pas un regard pour elle, Honza était absorbée par les pages. Elle n'avait jamais vu un garçon comme lui. Il faut dire qu'en général, elle était plutôt habituée au harcèlement de 3 garçons. Elle prenait plaisir à se moquer de cette fille qui n'a pas d'amis. Le royaume des enfants n'est pas si différent de celui des adultes. À vrai dire, c'est le même, avec pour seule différence qu'il est sans filtre, et condamne ouvertement la différence. Jindraki arracha son ruban à Carmen, s'amusa de la voir impuissante, la suppliant qu'il lui rende. Bien sûr, il refusa et partit courir avec le cadeau du père de la jeune fille. Ils attendaient à ce qu'elle en arrive aux larmes pour se moquer davantage d'elle, mais leur petit rituel de harcèlement se cassa les dents sur la froideur d'Honza, qui n'hésita pas à les condamner pour ce qu'ils étaient. Des mioches insupportables et idiots. Il n'y a rien de plus frustrant quand on est enfant de s'entendre dire qu'on est exactement plus jeune que l'on est réellement. Et oui, la course est toujours à paraître le plus adulte possible. Honza n'avait même pas détourné le regard, et d'être aussi froid et détaché, jeta un blanc certain dans la bibliothèque. Jindra, vexé, lui demanda de répéter pour voir. Encore le héros réincarné souhaitait se tenir éloigné de toute discussion avec ses petits camarades jusqu'à l'âge des prémices de la maturité. Il faut dire que c'est pas très intéressant de leur parler. Il ne supportait pas l'idée de laisser passer sous ses yeux les injustices qu'il connaissait du monde des enfants. Face à Jindra, il condamna son harcèlement avec ses amis de leurs camarades, qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Un harceleur, c'est quelqu'un qui a toujours obtenu ce qu'il voulait de ses victimes. Quelqu'un qui ne s'est jamais réellement confronté à soit plus teigneux, soit plus hargneux, soit plus fort que lui. Les 3 en même temps est impossible. Jindra commit cette erreur fatale de croire que quelqu'un qui défendrait Carmen, passant son temps à la bibliothèque lui aussi, serait à son instar une chiffre molle. Honza évita le coup de poing et d'un vif mouvement de sa jambe envoya valdinguer Jindra, récupérant au passage le ruban de Carmen. Sans prêter attention à la raclure qui s'éclata le dos sur le parquet, il tendit à la petite son précieux, lui demandant de ne pas le laisser le reprendre la prochaine fois. La petite raclure lui jura qu'il n'avait pas fini d'entendre parler de lui, ce qui avait le don d'amuser Honza. S'entendre dire ça d'un enfant de 6 ans, disons que c'était dur à prendre au sérieux. Mais il fallait mieux inculquer à ce genre de personne l'idée qu'il ne fallait s'en prendre à autrui puisqu'il existait toujours le risque que plus fort que soi vous colle une dérouillée. Ce regard noir, impérieux, silencieux, suffit à faire déguerpir le petit groupe. Ne partant pas toutefois sans une menace dans le vent. Attrapant délicatement la manche de son héros, Carmen trouvait difficilement ses mots. Les larmes aux yeux, grand sourire, elle le remercia de lui avoir récupéré son ruban. À chaque personne qu'il rencontrait, Honza inspectait les flux de mana. Alors maintenant, autant Irena et Jindra disposaient d'une quantité supérieure à la normale, le reste du groupe d'enfants, tous dans la normalité, Carmen, elle, disposait d'un mana éblouissant, une quantité infernale qui en plus s'écoulait naturellement, impliquant qu'elle ne risquait aucun risque de surcharge. Elle en avait peut-être plus un corps que sa sœur.
Elle contrôlait celui-ci naturellement, sûrement inconsciemment, en tout cas il était certain pour lui, qu'une enfant comme elle pouvait sans doute prétendre jusqu'aux 12 sièges, ou à minima rejoindre l'une des 12 guildes primales d'un des chevaliers de la fée. Le problème c'est que jamais, mais alors jamais Onza n'avait entendu parler d'une Carmen Tessar au cours de son ancienne vie dans le monde des aventuriers. Sauf que, voyez, le mana de chaque enfant était testé à travers leur cursus scolaire, et un prodige comme elle n'aurait jamais pu passer inaperçu. C'était incompréhensible. Bien sûr, il devait y avoir une raison, mais pour l'heure, il ne pouvait faire qu'une chose pour lever le voile sur Carmen. Il lui proposa de devenir ami. Enfin, il avait pas trop laissé place au refus. La pauvre ne savait pas du tout comment réagir à la poignée de main vivifiante d'Onza. Le mana dans le monde, c'est synonyme de force, puisqu'elle disposait d'un potentiel aussi immense. Alors, il allait devoir tout faire pour rester proche d'elle. La voix tremblotante, elle accepta. La surprise s'était pris d'elle, mais en réalité, elle était ravie d'être son amie. De retour chez lui, Onza trouva sa mère, portant sur son t-shirt l'origami qu'il fit pendant l'activité de classe. Tous les enfants avaient dû en faire pour leurs proches, et Onza, embarrassé comme pas possible, avait remis à sa mère le sien sans pouvoir la regarder dans les yeux tant il était gêné. Il s'y était grandement appliqué et ça y contribuait. C'est comme ça, dur pour un adulte déjà de dire à ses parents qu'il les aime présents en main. Alors mettez-vous à sa place, enfant réincarné. C'était un malaise palpable. L'autre fleur qu'elle arborait était celle de sa sœur, et Dieu qu'elle était pas douée avec ses mains. Livia en avait aussi fait une pour son frère. Sauf que quand Onza remit son cadeau à sa mère, celle-ci en avait vu 2 autres dans son sac, dont l'une qu'il partit remettre à son père. Un 3e origami. Elle lui demanda alors si celui-ci était pour Livia. Celle-ci rayonnait à l'idée de recevoir un cadeau de son frère. Il en avait fait une pour elle, mais il l'avait mis dans la chambre de sa sœur. Ah oui, il était vraiment gêné. Non, celui que sa mère avait vu était pour grand-mère. Après l'attaque des monstres, qui le vit seul rescapé de sa petite famille, ils lui partirent vivre chez sa grand-mère où il continua l'école. À chaque fête des mères, des pères et des familles, on faisait autant d'origami que de petites peintures, des paniers ou des mugs peints. Ses parents étaient morts, mais il était quand même forcé d'en faire. Le plus souvent, il choisissait de faire de jolies fleurs, mais si le papier, celui-ci s'abîmerait au fond de son sac, et à force d'être piétiné par ses livres, il n'en resterait que de pauvres bouts, bons à jeter. Et sa grand-mère récupérait ceci de son sac et décorait l'entrée avec. Jamais un seul ne s'abîma, pourtant, jamais il n'en remit un seul à sa grand-mère non plus. Il pensait au fond de lui à l'époque que s'il faisait ainsi, ce serait accepter la mort de sa famille et nuirait à son désir de vengeance. Onza n'exprima jamais la moindre émotion jusqu'à la mort de sa grand-mère. Il regretta toute sa vie le comportement qui lui enfant. Il le savait justifiable en un sens, bien sûr, mais il se sentait coupable pour tout l'amour que lui montra sa grand-mère, lequel il ne réciproqua jamais. Alors merci à cette nouvelle vie, il comptait lui témoigner de son amour, celui qui fut prisonnier derrière un masque froid. Malgré les efforts de paix, le monde était encore divisé en blocs, qui avaient séparé et isolé des familles. Le 4 mai, le gouvernement céleste, du nom de la fée, prit la décision d'ouvrir diverses routes à travers le monde pour désenclaver certaines régions. Cela impliqua de nombreuses mobilisations de joueurs. Mais ce n'était pas éternel. Simple décision en vue de célébration des fêtes à venir, lesquelles furent adoptées mondialement à l'initiative du gouvernement central. Il y eut alors des vagues de recrutement de joueurs pour permettre cela possible. Et ce fut, malheureusement, cet acte véritablement humain que se produisit le premier grand désastre du siècle. Quand un kraken apparut de nulle part, alors que la famille Cantor partit pour les Pays-Bas. C'était les fêtes des demain. Alors Andor proposa à sa petite famille de retrouver grand-mère Lottie. Non. Il ne devait pas y aller. Onza devait par tous les moyens les empêcher de se rendre à Amsterdam. Cette grand-mère auquel le père de famille fait écho est la mère de son épouse. Andor est orphelin, d'où le fait qu'il était enjoué à chaque fois à l'idée de retrouver sa belle-mère. C'était comme une capsule vers un temps qu'il n'a pas connu et qu'il voulait partager avec ses enfants. Elle était le dernier membre de la famille d'Onza, à la mort de ses parents et de sa sœur. C'est pour cela qu'elle fut celle qui l'éleva. Onza n'était plus qu'une coquille vide après l'incident. Pourtant, ça ne l'avait pas empêché de prendre grand soin de lui, jusqu'au jour où, à son tour, elle partit rejoindre sa fille. Comment ne pas comprendre l'engouement de son père et celui de sa mère que l'on peut deviner? Après tout, depuis l'incident de 1987, les routes avaient été barrées et il était impossible ou presque de rejoindre Amsterdam où elle réside. Les visites avaient été rares. Le visage sombre et le ton grave, Onza leur demanda s'ils ne pouvaient pas y aller une autre fois. Cette demande laissa sans voix ses parents. Sa mère lui demanda pourquoi il lui avait fait un origami, ne voulait-il pas le lui remettre? Il voulait y aller, c'était pas le problème. Mais comment leur dire sans leur dire? Bien sûr, il pouvait leur expliquer qu'il venait du futur, qu'il savait ce qu'il se passerait une fois passé la frontière. Fallait-il encore qu'il le croie? Mais au-delà de ça, quelle serait votre réaction si votre enfant, aussi convaincant était-il, vous apprenez qu'en réalité, il n'en est pas un, qu'il a déjà vécu une vie, qu'il n'est pas réellement celui que vous avez mis au monde, un nouveau-né? Vous retrouveriez dérobé du plus beau présent que vous offre la vie, soit son essence elle-même, le partage, l'apprentissage. Ces moments passés avec un jeune enfant, ils auraient été brisés. Alors peut-être fallait-il pour lui se comporter comme un enfant,
Il tenta sa chance, ça allait bientôt être la fête des enfants, et pour fêter ça, il aurait aimé aller au parc d'attractions. N'ayant jamais pu y aller, c'était de l'autre côté de la ville, et Prague ayant été comme coupée en deux, c'était un merdier pas possible pour s'y rendre. Honza leur dit qu'il pouvait aller voir mamie après. C'était ce genre de comportement qui, pour un adulte, serait extrêmement égoïste, mais pour un enfant déjà bien plus acceptable. Il avait parié sur le fait que sa sœur serait elle-même surexcitée devant l'idée de s'y rendre. Et ça avait marché. Il n'y a rien que l'on refuserait à ces deux visages, trouvait Safié. L'ouverture des grandes voies d'accès durait plus d'1 jour. Ils pouvaient bien se permettre de décaler leur visite. Et puis, ils n'allaient pas se plaindre de faire quelques attractions eux-mêmes. Safié s'attellerait à préparer un pique-nique pour eux 4. Livia, déjà incapable de tenir en place, s'excita davantage, demandant à sa mère de mettre des sandwichs, des nuggets, des pâtisseries, sans oublier des bonbons. Honza avait réussi. Certes, il ne pouvait empêcher l'apparition du Kraken, ainsi que des nombreuses morts qui s'ensuivraient, mais il avait réussi à au moins sauver sa famille. Avec ça, il avait d'ores et déjà réussi à changer le futur. Le téléphone de Safié sonna. Pourtant, elle n'attendait pas d'appel. Aussitôt, l'angoisse se saisit d'Honza. Il avait un incroyablement mauvais pressentiment à propos de cet appel. Sa mère, surprise, que les mots qu'elle prononça, il était arrivé quelque chose à grand-mère. Ce n'était pas elle qui l'avait appelée, au contraire c'était ses voisins auxquels elle demanda de prendre soin d'elle. Il est impossible de changer l'avenir. À ce moment personne n'avait compris, personne d'autre que Safié et Honza. Alors qu'on demanda à la première ce qu'il s'était passé, elle avait appris que grand-mère s'était effondrée. Non-sens! Grand-mère était en parfaite santé. Il resta jusqu'à ce qu'Honza rejoigne l'université des joueurs. Apparemment, son état semblait stable. Il ne s'était pas grièvement blessé. Cependant, Safié pensait nécessaire d'aller la voir. Au moins elle seule. Évidemment, son mari ne la laisserait pas partir sans eux. Ce qui impliquait qu'il ne pouvait pas aller au parc d'attractions. Bien sûr, le moment de faire du cinéma aurait été très mal choisi. Vous le sentez? Le coup du destin. Ce timing était impossible. Si sa grand-mère avait fait un malaise, c'était bel et bien parce qu'il avait réussi à changer le cours du temps. S'il essayait quoi que ce soit d'autre, qui sait ce qui pourrait leur arriver? Ce fut un avertissement du capricieux dieu du temps. Il ne pouvait échapper à sa famille, sa rencontre avec le Kraken. Mais alors, quel intérêt seulement, s'il ne peut changer le cours de sa vie, de remonter les aiguilles du temps? La panique l'avait gagné. Honza devait reprendre son calme. Vous me direz, qu'importe si votre main tremble lorsque vous lancez les dés. Cependant, si ceux-ci sont les cubes du destin hasardeux de la vie, il n'en demeure pas moins que chaque nouveau lancer, même si le résultat retombe est le même, vous, qui les lancez, connaissez déjà les résultats. Alors cette vie, sous forme de seconde chance pour le grand défunt, est-elle réellement la même, exacte même que la précédente? Non, lui était différent. Par ces mêmes dés, il tira une nouvelle conclusion. Honza devait combattre l'épreuve, qui fit bouillir en lui un désir indéfectible, qui, par les prières de Juditha, émure le dieu du temps. Contrairement à la dernière fois, Honza maîtrisait le mana à un âge incroyablement précoce. Aussi, il avait gardé en lui les mémoires du combat à l'épée, ainsi que les sorts qu'il utilisait. Alors, si faire la rencontre du Kraken et leur destin, ils iraient retrouver grand-mère. Il s'était préparé à l'éventualité que le temps change au point qu'ils doivent combattre un corps jeune. Était-il prêt? Au diable cette question, il n'avait pas le choix. Il allait devoir combattre le Kraken lui-même. Le Bureau international de sécurité du mana a établi dès sa création en 1990 une échelle classifiant les différents monstres. Rangée par niveau de dangerosité, allant du niveau 9, plus faible, au niveau 1, plus fort, je vous la présente. Au niveau de menace 9, l'on parle de monstres qui pollueront leur environnement, jetant maladie sur quiconque s'y exposerait. Ce sont des périmètres assez restreints et toutes les maladies n'étaient pas mortelles et aussi certaines étaient traitables. Au niveau 8, on commence à avoir des monstres qui peuvent causer de réels dégâts, non pas seulement des blessures physiques. Je vous parle aussi de créatures qui impactent réellement la vie de tous les jours, pouvant par exemple bloquer route et causer retard. Mais l'on parle encore de monstres de faible envergure. Au niveau 7, nous allons avoir les premiers meurtriers avides de sang et fiers de haine. Pour tout membre du public croisant la route de l'un de ces derniers, vous seriez plus que chanceux d'y échapper. Dès le niveau 6, ces créatures du mal seront capables de paralyser des quartiers entiers. Par leur présence, s'ils sont plusieurs, alors des villes peuvent tomber. Au niveau 5, un seul d'entre eux suffit à poser une menace sur une ville entière. Vous enverrez une armée, il ne resterait que des combres. À partir du niveau 4, l'on change de registre, puisque ces créatures obtiennent un intellect diabolique. Celles-ci mènent des armées de monstres, et n'ont de peine à réduire au plus sinistre esclavage les populations humaines. À elles seules, elles posent une menace réelle à la survie même de l'homme en tant qu'espèce. Bien sûr, cela reste localisé au périmètre dans lequel elles se trouvent, mais celui-ci n'est pas à prendre à la légère. Surtout, nous ne sommes même pas au niveau 3. Celui-ci produit des monstres capables de mettre en péril l'existence d'une nation entière. Les ravages qu'ils causent n'ont d'égal que tornades, séismes et rats de marée. Il n'y a pas grande différence avec le niveau 2, excepté qu'ils sont encore un cran plus forts et bien sûr, plus rares.
Il faut des coalitions entières, faites des plus grands joueurs du monde entier pour en venir à bout. Enfin, le niveau 1 est tel qu'il ne menace pas seulement l'existence humaine, mais dépasse les croyances établies sur les puissances de mana. Après l'incident, on nous a appris par le journal télévisé que le Kraken qu'il serait amené à rencontrer le lendemain était un monstre de niveau 3. Dans sa vie précédente, au moment où il quitta l'université, le niveau général des joueurs en parallèle à celui des créatures fut réévalué. Celui du Kraken descendit à 4. Aussi, le système de classification des joueurs est un peu différent, au titre qu'il n'utilise pas des chiffres mais des lettres, le plus bas étant le rang E. Vous devinerez que si je vous disais que les aventuriers les plus forts qui s'essayèrent au Kraken étaient de rang C, j'imagine alors que vous comprendriez que ce fut une véritable purge. Il leur était impossible de vaincre le Kraken. Bien sûr, c'était également impensable pour Honza en l'état actuel des choses, mais il restait un espoir. Honza devait par tous les moyens arriver à gagner assez de temps jusqu'à l'arrivée de l'un des 12. Une paire de ciseaux et un cutter étaient sûrement les seules lames lesquelles un enfant pouvait obtenir. Idéalement, Honza aurait pris le couteau de cuisine, mais sa mère s'en serait rendu compte. Ça ne faisait à vrai dire que peu d'importance du moment qu'il pouvait noyer leur fer de mana. Avec, il pourrait infliger des dégâts, aussi minces étaient-ils aux créatures. Livia poussa la porte de la chambre de son frère. Ils allaient partir. Elle voulait alors savoir s'il était prêt. Il se retourna vers elle. Il venait tout juste de finir de préparer son sac. Oui, Honza était prêt. Sans surprise et en dépit d'être parti aux aurores, la nouvelle de la réouverture des grands axes routiers européens avait attiré plus d'un voyageur. Bon courage si vous essayez de rallier un autre pays. Vous passerez la journée dans les bouchons. Le soir venu, la famille Cantor avait traversé l'Allemagne, passé la frontière néerlandaise, jusqu'à atteindre le port Zeebucher du boulevard Est. Après une pénible journée dans les bouchons, sa fillette assura à son fils que s'il voulait dormir, il le pouvait à l'instar de sa sœur qui se reposait sur son épaule. Mais celui-ci lui assura que ça allait, qu'il n'était pas fatigué. Et ils avancèrent sur le pont. Du peu dont il se rappelle, le Kraken apparaissait alors qu'ils étaient à mi-chemin de la traversée. Sauf qu'il croyait bien que le monstre aurait déjà dû faire son apparition. Alors pourquoi n'était-il pas là? Est-ce que le futur avait changé parce qu'il avait connaissance des événements à venir? Il fallait prier pour qu'il puisse traverser le pont et s'en sortir. Que le destin est vilain quand il décide de se rire de vos peurs, de vos espoirs. Voyez, vous êtes promis, indépendamment des miracles de la résurrection, à retrouver les malheurs qui se sont emparés de vous, qui vous ont dérobé vos proches. Vision cauchemardesque où les morts tombent du ciel au rythme de la pluie. Vous êtes condamné à regarder revivre le pire moment de votre vie. Mais bien sûr, avant cela, vous priez pour y échapper. Vous comptez les secondes avant l'événement et votre impatience vous fera croire qu'aux joies, vous êtes sauf. Mais n'oubliez jamais que le destin se rit de vos prières. La créature s'était élevée. Le monstre de niveau 3, classe des désastres, commettrait ses plus vils désirs, ravageant toute la banlieue d'Amsterdam. Ses tentacules déferlés, ravageant les strates du béton du pont, voyant valdinguer les carcasses de véhicules, qu'elles écrasèrent elles-mêmes. Tant d'innocents morts, et de vivants pour rejoindre le glacial canal. Mais si vous échappiez à l'eau, vous voici proie d'une pluie de béton, de pneus et d'acier. Peut-être auriez-vous le réflexe de quitter l'habitacle, de courir jusqu'à la rive. Les joueurs sont partout, le gouvernement s'était attelé à assurer la sécurité de tous. Mais combien était-il à être capable de faire face à une créature des désastres? Peu trop peu. Malheureusement, point d'entre eux séjourné aux Pays-Bas, la débâcle verrait nombreux à être condamnés pour abandon de poste. Ils prirent la fuite, incapables de tenir tête au Kraken. Ces joueurs, leur mission était-elle de mourir pour sauver des civils? Le tribunal militaire en statua ainsi. Mais, vous le savez comme je le sais, un procès ne ramène pas à la vie. À l'intérieur du véhicule des Cantors, papa restait calme, malgré les cris, malgré la panique, malgré tout ce monde qui court. Ils devaient eux quatre calmement sortir et rejoindre les berges. Ils devaient faire confiance à papa. C'était en restant calme qu'ils s'en sortiraient. Honza ouvrit ce que ses mémoires d'enfant oublièrent. Les derniers instants de ses parents, les derniers instants de sa sœur. Maman à son tour rassura ses petits. Ils avaient entendu papa, ils allaient sortir, s'en sortir. Mais quand Livia descendit du véhicule, ses jambes l'abandonnèrent à son sort. Elle s'effondra, incapable de marcher. Croyait-il survivre? Je serais incapable de vous le dire. J'ose penser que devant pareilles circonstances, vous oubliez rapidement en conséquence. Merci adrénaline, vous fermez les yeux à la mort. Andor demanda à son fils s'il lui pouvait marcher. La peur ne transparaissait pas dans la voix du petit. Le père alors porta sa fille, et le reste des joueurs, encore assez braves pour guider les rescapés en sécurité, montrèrent le chemin. Les petits nouveaux s'étaient peut-être laissés embarquer par la peur. Honza reconnaissait les vétérans, faisant honneur à leur mission. Sauf que le Kraken n'était pas la seule menace.
Il ne venait jamais seul, avec lui une variable. Ses fidèles soldats des mers. De niveau 7, je vous présente les harponneurs. Viles créatures, il y en avait assez pour massacrer les survivants de l'assaut du Kraken. Et au moins les joueurs pouvaient les combattre avec espoir de victoire. Mais face à leur nombre, il leur était fatalement impossible d'en venir à bout et devinez, quand le Kraken se rappellera... Avait-on des soigneurs pour les blessés? Il y en avait. Notez l'utilisation du passé. Ce jour, Onza s'en rappelle bien. Il fut ultérieurement marqué comme le plus grand cataclysme qui se soit abattu sur Amsterdam depuis l'année du basculement, 1987. Andorre, encore une fois, se montra, leur assurant qu'il les protégerait, qu'ils s'en sortiraient ensemble. Mais pour cela, il fallait courir et ne surtout pas se retourner. Voici pourtant qu'une tentacule du Kraken s'enveloppa autour des carcasses de véhicules abandonnés. Passagers, conducteurs, enfuis ou morts à l'intérieur, il éleva sa prise et la balança sur ses proies qui essayaient de le fuir. L'orage de métal au bout de fer brisé, d'acier, s'entrechoquant n'échappa à Onza, qui hurla à son père et sa mère d'éviter. Heureusement, ils réchappèrent à cette attaque. Mais le débit fut de courte durée, qu'on fut percuté un camion-citerne, et que le brasier s'éleva, dérobant aux désormais prisonniers leur espoir de survivre. Les voici désormais condamnés. Les renforts tardaient à venir, et le feu bloquait le seul chemin vers la terre ferme. Alors on commence à prendre mesure de l'ampleur du carnage à venir. Pour les livres d'histoire, pour la mémoire de tous ceux qui perdraient leurs proches attendant pourtant leur venue ce jour-là, et tous ces regrets qui viendraient. Pourquoi n'étaient-ils pas venus le lendemain? Ils auraient été saufs. Les joueurs prisonniers aussi. Il y avait d'autres choix, de tenir la position jusqu'à l'arrivée de l'un des 12. Ceux-ci étaient capables de se déplacer à une vitesse formidable. Peut-être non, il n'y en avait pas à Amsterdam. Mais Bruxelles n'était pas loin. Une demi-heure, c'est le temps qu'il fallait pour que l'un d'entre eux n'arrive. Était-ce seulement possible pour les joueurs présents de tenir aussi longtemps? Ils commençaient à prendre l'ascendant sur les harponneurs. Mais sans personne pour tenir tête au Kraken, alors tout le monde périrait. Soupir poussé, Onza s'était préparé à cette éventualité depuis le début, quitte à sacrifier sa vie. Alors le cutter en main, sa mère lui demanda ce qu'il faisait. Le jeune garçon se tourna vers ses parents, les interpella. Il voulut qu'il reste ici jusqu'à ce que les renforts arrivent. Andorre ne comprenait pas, c'est comme si son jeune fils était partir combattre lui-même. Les joueurs présents ici étaient en mesure d'empêcher les harponneurs de s'en prendre à eux. Mais le Kraken, quelqu'un devait s'opposer à sa rage. Onza demanda à sa sœur de protéger leurs parents. S'il ne restait pas avec eux, alors la seule personne capable de contrôler le mana, c'était bien elle. Elle eut beau comprendre ce qu'il lui demandait, c'était trop pour une jeune fille d'à peine 10 ans. Il pria pour qu'elle n'ait besoin de faire appel à une bravoure qu'elle aurait dû chercher au plus profond de son cœur. Onza partit affronter la mort elle-même, en lettres du Kraken. Ses enjambées se firent plus rapides, bleutées aux teintes de mana. Le voilà qui bondit. Sa course s'est accélérée jusqu'à le voir sauter de voiture en voiture, merci à la technique des pas divins. Mais une puissante décharge se fit sentir à travers son corps. Technique lambda peut-être, mais elle l'était pour un joueur confirmé. Elle imposait son corps, plus qu'il n'en était capable. Mais au moins, il pouvait atteindre l'horreur du niveau 3 juste assez vite pour l'empêcher de s'approcher davantage. Le jeune héros n'avait pas la moindre seconde à perdre. Avant même de penser à sauver toute âme vivante encore sur le pont, il rêvait, au moins, à travers l'espoir que ses proches survivent. Vifs comme l'éclair, les joueurs présents aux avant-postes ne remarquèrent pas immédiatement ce jeune gamin qui, sans aucun doute, se jetait dans la gueule du loup. Il y avait nombre de harponneurs autour du Kraken, lesquels étaient ravis de pouvoir accomplir leur plus bas désir quand la proie venait à eux. Onza devait manier habilement ses flux de mana. Ne pouvant se permettre de garder plusieurs techniques actives en même temps, il troqua les pas divins contre l'enveloppe de mana. Sa détermination ne trahissait pas sa confiance surprenante, en dépit de son jeune corps, plus frêle et plus lent. Mais cette créature était incapable de rivaliser avec toute l'incroyable maîtrise technique qu'accumula le grand défunt en 20 ans de combat. Un de moins, Onza dut se replacer. Ces monstres des mers ne cesseraient de combattre tant que leur souffle ne leur serait pas arraché. Tout dans ce combat passait à une justesse qui déplaisait aux héros surprises d'Amsterdam. Mais pour l'instant, il tenait le rythme, et ceci bien, put planter une nouvelle de ses abominations. À peine, le cutter sortit que la troisième se jeta sur lui. Mais son empressement se retourna contre le monstre qui, d'un rapide mouvement, Onza fut décapité. La dernière créature ne lui avait pas échappé. Cependant, il fut forcé de parer et ainsi d'encaisser le recul. De retour en position, de garde, ce n'était pas assez pour faire flancher le héros. Qu'importe combien de serponneurs se jetteraient sur lui, aucun n'était capable de le vaincre. Il fallait tenir. Une fois arrivé aux 30 minutes, alors il aurait réussi son pari. Et sa famille serait sauve. C'était ses plus grandes heures que revire son esprit. En légende, il retrouva ses mouvements fétiches. Ceux de la grande épopée de la reconquête humaine. Onza, plus que jamais dans son élément, il reconnaissait les patterns d'attaque des monstres, les punissait à la perfection. Malgré 6 ans à ne pas avoir combattu,
Tout lui revenait naturellement, y compris cette sensation puissante, à la fois écœurante, à la fois satisfaisante. Celle qui vous prend, vous égorgez, massacrez, dépecez, ces créatures du mal. En ce moment, comme nous le voyons, le grand défunt était de retour. Vois, Seigneur du temps, vois ta prophétie s'accomplir. Nous espérons te trouver satisfait. Tu as forcé le combat aux malheureux. Autant s'est-il plaint qu'il fit honneur à ton ordre. Suppos du kraken, l'un après l'autre, ils tombaient morts par dizaines. On ne savait plus que les joueurs n'étaient capables d'en tuer jusqu'alors. Toutes leurs tentatives d'attaque, surprises, sournoises, celles pourquoi on les connaît, aucun effet sur Hansa. À peine l'un de tuer qu'il s'est lancé vers le suivant. C'était une performance digne des livres d'histoire. Mais le héros vit un bout de son arme qui se brisa malgré les enchantements de mana successifs. Oh malheur que cela était mauvais! Non, la lame de Cutter ne fut capable de supporter la pression qu'il lui imposa. Le malheur se garderait aux yeux de ceux qui ne savaient pour la seconde arme de l'enfant. Abandonnant la lame perdue, défaisant le ciseau, ça lui faisait 2 lames affûtées, insérées, une dans chaque main. Enfin, les harponneurs n'étaient plus. Ceux qui restaient combattaient les autres joueurs. Il réinvoqua les pas divins et partit droit faire face au kraken. Plus rien désormais ne le séparait du monstre, capable de l'impossible presque. Pourtant, c'est celui-ci qu'il défia en duel. La bête des mers ne poussa pas même de cri. Elle se contenta de lever l'une de ses tentacules, cherchant à abattre celle-ci sur l'insolent qui osa se présenter devant elle. Les tentatives pour écraser ça étaient vaines. Sa maîtrise profonde du mana lui avait permis de parfaitement contrôler, d'alterner avec une minutie rare entre défense et offense. Cette fois-ci, il ne courait plus sur les voitures. Hansa avait atteint l'une des tentacules du monstre. Ce n'était qu'une fois sur celle-ci qu'il repartit courir jusqu'à la tête de l'abomination. Alors au bout de sa course, sur les dites tentacules, il s'élança, son espoir dans la main gauche, ses rêves dans la main droite. Par-dessus le monstre, il fit le serment qu'il l'achèverait. Les attaques commencèrent et il planta le ciseau d'épée en 2 mains dans le corps de la créature. Mieux encore, il fut capable de venir graver de ses 2 lames la chair de ce monstre. Comme il pouvait, il essayait de planter la bête davantage encore et encore. Et ce prodige, il le jura, continuera jusqu'aussi longtemps qu'il le fasse. Pour la première fois dans ce combat, la créature du mal ressentait le pouvoir de l'humanité, la douleur gravée en sa chair. Hansa fut encore une fois capable d'esquiver la riposte de la créature. On tomba au sol, mais oh grand malheur, l'une de ces 2 lames eut décidé de l'abandonner à son tour. Combat impossible peut-être, mais Hansa refusait la défaite. Il jeta carte sur table et révélerait l'entièreté du pouvoir qu'il accumulait jusqu'alors. Leur combat, il n'était pas fini, et il assura au kraken qu'il remporterait la victoire. Hansa parvint à esquiver les effroyables attaques du kraken. Merci sa vivacité accrue grâce au pas divin. Il était confortablement plus rapide. Et le voilà qui bondit sur l'une des tentacules. Il commença sa course vers la tête du kraken. Il avait réussi à gravir la montagne qu'il représentait. Ces grandes créatures sont incapables d'écraser les insectes qui bourdonnent autour d'eux. Trop petit, pas pratique, trop rapide. Hansa bondit prêt à planter le monstre et lui injecter ce puissant poison qu'est le mana humain. Mais le voilà qui avait présumé de sa propre vitesse. Celle du kraken demeurait supérieure. Il vit le retour de bâton arriver, alors impuissant dans les airs. Le kraken reprit de voler cet insolent humain qui envoyait s'écraser sur l'asphalte. Fort heureusement, Hansa eut le réflexe d'imbiber son corps de pouvoir magique pour supporter la chute. Il retomba au sol glissant en arrière de retour en face du kraken. L'horreur des désastres fit preuve d'une sagesse maligne. Puisque cette vermine ne pouvait venir voler, alors il s'amuserait à lui arracher le sol du béton, depuis lequel il osait le défier. La force de la calamité dépassa la fermeté des épais piliers de béton. Le pont se mit alors à trembler sous les pieds d'Hansa. Il retrouverait l'eau et ses harponneurs. Le héros avait compris la manœuvre du monstre. À peine avait-il reculé qu'il se douta qu'il avait quelconque plan pour lui nuire. À peine le coup toucha qu'Hansa avait commencé à courir, et le voilà bondissant de débris en débris tombant pour se mettre hors de danger. Une partie supplémentaire du pont coula dans l'eau. Point de nouvelles morts déplorées pour l'instant, heureusement. Mais l'assaut échoué du grand petit bonhomme eut pour autre effet de mettre le monstre dans une rage folle. Autant l'avait-il occupé, c'est vrai. Celui-ci s'éleva, lui et ses multiples bras. Bras tentaculaires camions dans sa prise, les ventouses se resserrant autour. Il jeta celui-ci d'une violence inouïe vers l'audacieux prodige lequel, oui de peur, il était saisi. Le voici pourtant qui rentrait dans son élément. Cet acculé Hansa brillait le plus. Le voici qui déployait une charge grandiose de mana. Les ciseaux si petits, enchantés l'acier. Il vit par le rayonnement de mana sa taille démultipliée. L'aura de ce pouvoir grandiose, puissant et beau. La coupure fut parfaite du camion.
scindé en deux. Il faudrait au Kraken bien plus pour venir à bout d'un des prochains plus grands héros que la Terre n'eût jamais porté. Quoique, vous voyez, je m'emballe. L'adrénaline s'était saisie du petit. Voilà, il aurait mieux fallu pour lui garder à l'esprit que son petit corps était bien limité. Honza était arrivé à court de mana. Celui-ci, sachez-le, était devenu l'essence vitale de l'homme. Une fois épuisé, vous ne mourrez pas, non, le corps en garde juste assez, une faible quantité. Par contre, les effluves de l'inconscience, vous verrez partir entre ces vagues chaudes et froides. Votre conscience à la dérive, le temps d'un somme régénérateur. Honza ne pouvait se permettre de sombrer. S'il partait maintenant, alors non seulement lui, mais surtout sa famille, laquelle il jura de protéger au cours de cette nouvelle vie, alors il aurait échoué. Mais que faire face à vos propres limites? Il fallait les connaître. Peut-être les choses auraient été différentes. Le besoin jusqu'au bout. L'homme vaillant du grand défunt ne s'est jamais plié au désir de son corps éreinté. Tapant du poing sur le béton, le jeune Honza Cantor jura qu'il sacrifierait sa vie avant celle de ses proches. S'il fallait puiser ses réserves absolues de survie, alors il en ferait ainsi. Il répétait sans cesse vouloir se sacrifier pour eux. C'était un mensonge. Ce qu'il désirait, en réalité, c'était de vivre avec eux. Il lui fut volé son enfance par cette même créature il y a de ça 32 ans. Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir, il ne veut pas mourir, il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir. Mais alors qu'il fut béni d'un miracle pour retourner à la vie, il lui en fallait un nouveau. Pour espérer continuer de vivre. Les bras de sa sœur enlacèrent son frère. Elle cria, hurla au monstre qu'il ne poserait pas la main sur son frère. Son frère, qu'elle chérissait tant. Certes, le pouvoir de Livia est incontrôlable, mais qu'importe. Si la déferlante de celui-ci était capable de contester la force de l'abomination d'Amsterdam. Les harponneurs se retournèrent vers les rayons dorés qui accompagnaient cet orage de tonnerre, au tintement magique. Ce fut comme si le monde s'arrêtait de tourner, soumis à une force inarrêtable qui grandit encore et encore. Un rayon qui alla jusqu'à transpercer les nuages, au milieu du canal, levant fièrement avec lui l'étendard des espoirs du frère et de la sœur. Honza est encore une fois plus chanceux que de raison, gracié d'un nouveau miracle. Celui-ci n'était pas le fruit de la chance, plutôt directement Dame Fortune et le maître du destin. Et un joueur, tous deux, ensemble, octroyés à quelques-uns rares, un pouvoir unique en son genre. On l'appela le miracle, avec un grand M. À présent que l'on attribue au ciel, capable de transcender les limites du réel. Dans son ancienne vie, Honza ne connut que 4 personnes, 4 individus de génie, qui disposèrent de celui-ci, dont Juditha, la seule joueuse en laquelle il octroya sa confiance. Quand il vit le brasier bleuté électrique de sa sœur pour la première fois, il crut possible qu'elle aussi soit titulaire de ce pouvoir incroyable. Sa sœur qui, il n'y a que peu de temps encore, ne pouvait pas tenir debout, était aux côtés du grand héros réchappé du Kraken. Elle l'avait sauvé. Bravoure contagieuse, c'est elle qui le rassura. Le pouvoir du miracle soignait les blessures du petit héros. Son âme meurtrie souffrant alors à l'instar de son cœur blessé. Et voilà que dernier fruit pourri à l'éprouver encore s'évanouissait dans la chaleur de cet amour profond qu'il ressentait. Ce lien profond qu'il partageait avec sa sœur Livia. Il se trouvait au milieu de l'immense rayon qui était d'or. Une sphère de lumière les entourant. Celle-ci les protégeait de l'ignominie. Mais, voyez, celui ou celle qui décide de braver les lois du réel. Et le prix à payer, des conséquences dramatiques. Honza se tourna vers sa sœur, inquiétude soudaine, lui demandant si elle ne souffrait peut-être de quelconque douleur ou se sentait mal. Elle lui assura qu'elle allait bien. Simplement, elle se sentait subitement fatiguée. Épuisée, elle s'endormit dans les bras de son frère. Il ne restait que fragments de son immense mana encore en elle. La plus minime des orbes de mana pour la garder en vie. Sans doute le prix qu'elle dut payer était la presque entièreté de ses réserves. Il la posa délicatement au sol. Elle pouvait se reposer en toute quiétude. Le miracle avait restauré la manne du pouvoir magique bleuté de son frère. Elle rayonnait de nouveau, à l'instar du Kraken, qui se redressa prêt à combattre de nouveau. Ses yeux grands ouverts, sans doute l'effroi le gagna. Il fut sujet d'un pouvoir qui le dépassait de loin. Désormais évanoui, sans doute voulait-il abattre cette menace. Oui, au diable courir le risque qu'elle ne se réveille. Telle sûrement était la pensée du Kraken. Mais jamais il n'aurait la chance de lever la main sur celle qui brava sa peur pour sauver Honza, sur ses sœurs, sur son sang, ses parents. Jamais, Honza le lui jure, jamais il ne laisserait toucher à un de leurs cheveux. Le combat reprit de plus belle, les assauts du Kraken plus rapides, moins fourbes mais plus brutales. Il était pressé par la montre. Honza de son côté eut beau récupérer son mana perdu, il demeurait trop faible pour pouvoir vaincre pareil titan. Mais une chose était sûre désormais, sa famille vivrait,
Il pouvait gagner assez de temps. Et son cours, autant je vous parle, il changerait pour toujours. Plutôt lors de l'avènement du Kraken, les bouchots autour de Bruxelles n'avaient pas grand-chose à envier à ceux du pays frontalier. D'ailleurs, c'est là où on se rend compte que c'est une fiction, parce que des routes lisses comme ça, en Belgique, ça n'existe pas. L'un des 12 se retrouvait lui-même prisonnier du trafic. Le natif de Vienne avait été mobilisé pour intervenir sur le large périmètre du Benelux. Bien sûr, à 12, ils étaient incapables de protéger l'entièreté du globe, mais merci les guildes de chacun, lesquels disposaient d'autres joueurs de haut niveau, ils couvraient un territoire immense, en cas de menace de premier ordre. Irrité, il n'avait de cesse de râler auprès de son chauffeur, être forcé de devoir assurer la protection d'un périmètre. C'est la seule mission qui lui fut confiée. Et voyez, il n'avait jamais voulu rejoindre le conseil des 12 chevaliers pour officier comme complot politique. Tout ce qu'il voulait était combattre, être envoyé à travers le globe pour tenir tête à n'importe quelle créature qui serait digne de l'affronter. Plus que jamais, il considérait quitter le nouveau gouvernement central. Mais subitement, il ressentit, au même titre que son chauffeur, les relents d'un pouvoir immense. Ils étaient faibles car ils étaient loin, mais aussi il ne faisait aucun doute. Quelque chose quelque part s'était élevé et relâcha une immense manne de mana. Alors sur le qui-vive, il reçut un appel. Les postes de contrôle du gouvernement s'étaient empressés de relayer l'information aux deux seules autorités compétentes. Ornella des 12 l'avait appelé immédiatement, et c'est à elle qu'il demanda le niveau de danger. Niveau 3. Son souhait fut exaucé. Le chauffeur du bouillant autrichien devina que si la population était amenée à devoir sourire au prospect de l'avènement d'une calamité, oh, la confiance en les 12 prendrait une sacrée claque. Le voilà qui apparaissait comme se réjouir de la mort des civils. Amsterdam, boulevard est du pont Zeeburer. Il retrouva le rapport qu'il fut envoyé, mais l'on ne savait pas grand-chose sur cette créature. Il était bien difficile d'évaluer les dégâts, mais tout ce qu'il savait en l'état, c'est que c'était le pandémonium à Amsterdam. Toujours au téléphone avec l'italienne, laquelle arrivait de plus loin, il savait ce qu'il avait à faire. Il raccrocha alors qu'elle voulut lui parler d'hélicoptère. Et, sorti du véhicule, s'échauffant brièvement, il allait partir directement sur les lieux de l'incident, de lui-même. Tous ne sont pas capables parmi les 12 d'arriver en temps et en heure, par eux-mêmes. Des hélicoptères, jets privés, il y en avait de près à chaque recoin du continent. Mais quand on parle des plus grands joueurs de la planète, parmi ceux-ci, certains sont capables de repousser par leur pouvoir les limites du réel. Mobilisant un mana démentiel, ils s'apprêtaient à commencer une course effrénée contre la montre. Le sort des civils ne l'intéressait guère. Il s'alignait avec les prérogatives du conseil, merci son désir de combattre, voilà tout. Cette occasion, il en avait rêvé. Sans doute oui, ça lui ressemblait bien. Brank surexcité à l'idée de pouvoir combattre, affronter quelqu'un ou quelque chose qui peut-être serait capable de le pousser dans ses limites. Voici le démon des flammes de la guilde de la braise, Tanner Kynes. 30 minutes. Voilà ce qu'il lui fallait pour parcourir les 220 km qui séparaient les deux capitales. Le compte à rebours approchait. Tanner, tout juste arrivé, massacrant déjà nombre de harponneurs, put assister à l'éclat céleste du miracle de Livia. Pour ce qu'on lui avait présenté comme un pandémonium, sans aucun joueur capable de tenir tête apparemment au Kraken, alors cela ne pouvait signifier qu'une chose. Un nouveau joueur avait fait son entrée en scène. On nous a manié un prototype plus simple de son sort d'épée de mana. Puissance parfaite, bien inutile, tout ce dont il avait besoin était de continuer de tenir la position. Il n'a jamais été particulièrement bon en calcul, mais une chose était certaine, entre le temps qu'il gagna, puis la barrière de sa sœur et sa deuxième charge magique. Alors sans doute le compte à rebours des 30 minutes, de fait touché à son terme. Les vagues enflammées de mana incandescents se firent connaître par leur crépitement ardent, et d'un bond, le membre des 12 Tanner Kynes en personne était arrivé. Il lui fallut un simple coup pour qu'il ne fasse se propager ses flammes des enfers sur la tentacule du monstre des mers. La voici, créature infernale qui plongea, craignant cette chose dont les mers n'avaient pas conscience. Le fier feu rouge, le don de la furie des braises, capable d'enflammer le mana. Voilà de quel pouvoir Tanner disposait. Son surnom de démon des flammes faisait honneur à la tête brûlée qu'il était. Le voici qui semblait chercher quelqu'un, sans doute l'aventurier qui s'était élevé contre le Kraken. Mais forcé de constater qu'il n'y avait personne d'autre que ses deux enfants. Sauf qu'à ne pas s'y méprendre, un mana mince car épuisé mais puissant, il le savait, émanait de cette fille. Sans s'y méprendre, elle devait être celle qui matérialisa cette magie qu'il vit plus tôt. Le garçon, lui, sans doute l'avait protégée, après qu'elle se soit évanouie, son mana consumé. Une chose pour sûre, ni l'un ni l'autre n'était un gamin ordinaire. Il avait hâte, oh hâte de voir ce qu'il pourrait devenir une fois adulte. Il voulut se montrer rassurant auprès de ce petit qu'il ne connaissait pas. Il n'avait bien sûr aucune intention de se battre avec lui, pas pour l'heure du moins. Il y avait quelque chose qui rayonnait de lui, quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer, mais qui le faisait bouillir d'excitation. Allez cependant savoir combien d'années cela prendrait pour qu'ils deviennent tous deux les joueurs auxquels il promettait déjà une grande carrière. Non, de toute façon, le moment était mal choisi pour s'attarder à contempler l'avenir. S'il était venu, c'était pour vaincre le Kraken. Que les deux enfants reculent, il leur demanda. Il allait refaire surface très bientôt, le temps d'oublier la douleur.
se remettre des flammes. Mais le Kraken avait-il conscience qu'un gouffre le sépare de Tanner Kynes? Hansa avait bien droit de se méfier de Tanner. Peut-être pour ce dernier, c'était une première rencontre. Pour le héros réincarné, c'était croiser quelqu'un auquel il s'était déjà confronté à de nombreuses reprises. Il ne s'est jamais battu pour un quelconque bien commun. Au contraire, il ne cherchait qu'à satisfaire ses propres desiderata. Un jour, vous voyez, le grand défunt croisa la route du démon des flammes. A posteriori, Hansa refusa de croire au hasard. Il avait fait des vagues à travers le monde des joueurs. Et ayant découvert la personnalité du membre des 12 à ses dépens, sans aucun doute, celui-ci était allé à sa rencontre. Il se trouva qu'il ne cherchait pas seulement la confrontation avec les monstres. Au contraire, tout ce que Tanner désirait était de se trouver repoussé dans ses limites, de laisser son mana, trouver les mots à sa place. Il voulut que le grand défunt, ce nom que tous les meilleurs joueurs avaient à la bouche depuis des mois déjà, celui qui était porté jusqu'au statut de Messie, cet homme, il voulait l'affronter. Mais l'envie, sachez-le, n'était pas réciproque. Hansa n'éprouvait aucun intérêt à affronter ses confrères. Il marchait avec comme seul but d'éradiquer le plus de monstres que possible. Mais voici que le joueur refusa au grand défunt de le laisser passer. Pas du temps qu'il ne l'aurait pas affronté. Hansa comprit qu'il ne pouvait échapper à l'égoïsme de Tanner. Il accepterait son duel. Mais surtout, il ne fallait pas pour lui regretter cette provocation. Car pour celui qui se mettra en travers de la route, de l'homme qui lui fut dérobé sa vie, il en paierait un prix grand, comme celui qu'il infligeait aux créatures du mal. En l'état, ils étaient bien loin de tout ça. Le démon des flammes l'avait certes défié dans sa précédente vie, bien sûr. Il n'éprouvait aucun intérêt pour l'enfant qu'il était maintenant. Sachez toutefois qu'aussi fort Hansa était, il n'a jamais gagné contre Tanner Kynes. De leur premier affrontement à ceux qui suivirent, tous furent soldés par un échec cuisant du grand défunt. Alors certes, il était meilleur à chacune de leurs rencontres, mais l'on pouvait dire de même pour le démon des flammes. Son surnom lui allait à merveille. Oui, il était un véritable démon du combat. Mais revenons au présent et à ce Kraken, qui étrangement ne refusait pas surface. Il avait compris de par son combat contre le jeune Hansa qu'il était bien plus efficace de venir dérober ces insolents, le sol depuis lequel ils osaient faire front et résister à la mort qu'il leur promettait. La situation s'était complexifiée, d'autant plus qu'il devait pour Tanner protéger les deux gosses. Mais un coup sec et élégant sur le plancher d'acier de l'hélicoptère invoqua 2 colonnes de mana en lieu et place de celles de béton que détruisit le Kraken. Un timing impeccable de la part d'Ornella Barona, joueuse italienne, également membre des 12. Son surnom, la Sainte Mère. Elle fit le déplacement depuis Rome, en jet, en être prise en hélicoptère aux abords d'Amsterdam. Elle trouvait cela d'ailleurs invraisemblable pour Tanner de s'être rendu sur place à pied. Enfin, comme celui-ci lui dit, il était là avant elle. Ce qui fait sens parce qu'il était plus proche. Mais bref, des renforts, elle le dit, elle est arrivée incessamment sous peu pour débuter l'opération de secours. Tout ce qu'il avait à faire, lui dit-elle, était de se concentrer sur l'élimination du Kraken. Il restait de marbre face à la bénédiction qu'il reçut de sa part. Un bœuf général de ses compétences et aptitudes physiques. Il lui demanda quel intérêt. Mais Ornella n'en avait que faire de ses râleries. Puisqu'elle était là, il n'y avait pas de raison de s'en passer. Ça semblait embêter celui qui appréciait l'idée de combattre en dépit de ses propres limites. Et oui, Tanner cherchait avant tout à devenir plus fort. Mais bien qu'importe. Il lui laissa la charge de s'occuper des 2 enfants derrière lui. À la belle italienne aussi, ça ne lui échappa pas. L'aura de mana que dégageait la jeune fille évanouie, celle du garçon qui la tenait entre ses bras. Ces 2-là n'étaient pas des enfants ordinaires. Le grondement de l'eau annonçait le retour en force de la calamité qui s'éleva plus enragé que jamais. Enfin, l'attente fut bien longue pour le démon des flammes, lequel ne perdit pas de temps et bondit dans l'eau. Vous croyez cela idiot, le maître des flammes, de s'abandonner entre les grilles de son némésis? Mais quid si son brasier devenait plus fort que l'on ne pouvait rêver l'éteindre? Son corps entier devient une torche ardente, aux flammes si épaisses qui lui permettaient de marcher sur l'eau. La folie du monstre s'opposait au phénix des 12. Tanner appréciait la fougue de l'abomination. C'était ces affrontements qui lui faisaient le plus plaisir. Alors, il ne comptait pas se retenir. Brandissant son épée enflammée, il abattit celle-ci qui libéra un torrent de flammes que l'on ne parvint à contester. Et le Kraken brûla consumé par les flammes. Il brûlait le canal lui-même, refusait sa salvation. Un seul coup, c'est ce qu'il fallait au héros Tanner Kynes pour vaincre un monstre de niveau 3. Hansa entrevoyait finalement l'avenir. Le Kraken était mort. Ornella courut vers les 2 enfants. Elle se montra rassurante, venue soigner leurs blessures. Mais, à sa surprise, aucun des 2 ne souffrait d'un moindre mal physique. Alors, sans doute, le rayon qu'elle vit plus tôt, elle aussi, ça devait être le pouvoir d'un miracle, lequel les avait soignés. Elle n'en avait jamais vu. La mage curieuse tendit son bras vers la fille évanouie. C'était elle, sûrement, la responsable de ce pouvoir unique. Hansa
lui ordonna de ne pas poser la main sur sa sœur. Le mana du jeune garçon était d'une agressivité virulente qui mit la sainte en alerte. Ce qu'elle ressentait était une pure soif de sang. Mais comment un jeune garçon pouvait avoir pareille rage en lui? Les mystères du monde sont nombreux, et tous ne se trouvent pas élucidés quand vous le désirez. Tout homme qui vive serait évacué jusqu'à l'hôpital le plus proche. Maintenant que le futur avait changé, pourquoi alors Hansa ne retrouvait pas à s'ouvrir? Je vous poserai ainsi cette question. À votre avis, quelles épreuves lui réservait désormais le dieu du temps?